Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Voici les titres. Scène de ménage entre militants du mouvement pour le peuple et le progrès dans le Kourouégo. Les responsables du bureau politique provincial veulent la démission d'une partie des leurs soupçonnés de sabotage. Le député Raphaël Kwama et certains de ses collaborateurs sont visés. Les détails dans un instant. Au Sénégal, les autorités craignent un rebond épidémique du Covid-19 dans les jours à venir. Les déplacements de milliers de Sénégalais à l'intérieur du pays ce week-end pour fêter la Tabaski en famille pourrait avoir un impact négatif. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Monsieur 100%, c'est le surnom que ses pairs lui attribuent. Un instituteur brillant qui totalise un succès de 100% au CEP chaque année dans toutes les classes de CM2 qu'il tient. Lui, c'est Kwehé Kam, enseignant du primaire dans le département de Pénis, c'est dans les Hauts-Bassins. Il est notre invité ce soir. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. On ouvre ce journal à Tangaï, dans la région du Nord, où un drame a frappé le village au lendemain de la fête de Tabaski. Il s'agit d'une explosion d'engins explosifs improvisés qui a causé la mort de 6 enfants et fait 4 blessés. La dizaine d'enfants touchés conduisaient des troupeaux lorsqu'ils ont été projetés par l'explosion. Les 4 blessés ont été évacués au centre hospitalier régional de Waiguya pour des soins. Pascal Affi-N'Guessan, ancien proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et dirigeant d'une fraction du Front populaire ivoirien, s'est déclaré candidat samedi dernier à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Je suis candidat pour gagner et nous allons gagner parce que le RHDP a échoué, est exténué, obligé d'appeler Ado au secours, a-t-il déclaré à l'issue d'un congrès extraordinaire de son parti. Depuis le transfert de Laurent Gbagbo à la CPI en 2011, le FPI s'est scindé en 2 factions. Pascal Affi-N'Guessan dirige l'une d'entre elles, dénommée les Rénovateurs, fraction qui participe à la vie politique et qui a le contrôle légal du parti. Rappelons qu'Affi-N'Guessan était arrivé en 2e position avec 9,29% des suffrages lors de la présidentielle de 2015, largement remportée par Alassane Ouattara. Le torchon brûle au sein du MPP, section Kourouégo. Les responsables provinciaux du parti réclament la démission des membres qu'ils jugent inactifs et soupçonnent de jouer un double jeu pour fragiliser le parti dans leur circonscription. Ils ont rencontré à cet effet la presse hier à Boussé. Explication avec Benjamin Kwame. Les responsables du mouvement du peuple pour le progrès, section provinciale du Kourouégo, dans le plateau central, froncent la mine contre les membres du parti indécis dans le choix de leur appartenance au MPP. C'est un chapelet de membres issus d'au moins 4 communes, estimées à une trentaine, qui soufflent à la fois le chaud et le froid, selon Sayouba Zabda et ses camarades. En tête de liste des indexés, le député Kwama Raphaël. Ils sont pointés du doigt de ne pas prendre part aux activités du parti depuis plusieurs mois. Nos camarades dont nous venons de citer les noms ne participent pas aux activités du parti. Ça fait environ 2 ans, 1 an et demi comme ça. Au nombre des absents, on peut citer en bonne place l'honorable député Kwama Raphaël. Les députés et un groupe de camarades ont tourné dos au MPP en ayant des comportements anti-partis. Le député Kwama Raphaël serait le chef de file qui a pris encore l'initiative de créer leur propre parti, le RPI, Rassemblement patriotique pour l'intégrité, pourtant affirmant être du MPP. Et pour les responsables provinciaux, voici la raison qui serait à la base de leur départ. Quelqu'un qui est à MPP ne peut pas se permettre de se tailler un parti tout en se disant que moi je suppose qu'on ne va pas me positionner tête de liste. Mais qui vous a dit, quel terrain vous a dit qu'on ne va pas te positionner? En aucun moment. Et au niveau national, c'est le 10 passé que les candidatures ont été lancées et tous ceux-là ont pu déposer les candidatures. Nous n'avons jamais dit que tel ne doit pas déposer sa demande. Nous n'avons jamais dit qu'on va positionner tel ou tel dans telle position. Ces partisans qui ne joueraient pas franc jeu dans le Kourouégo seraient même allés jusqu'à vouloir appartenir à l'alliance de la majorité présidentielle, une demande qui a été carrément rejetée. Ils sont venus demander à être membres de l'AMP, l'APMP. Le MPP a marqué son opposition. C'est clair. Donc ils végètent dans la nature. Le RPI végète dans la nature.
Voyant cette situation peu réluisante, le MPP du Kourouégo demande à ses membres de démissionner du parti afin de ne pas entacher la préparation des élections à venir. Nous avons estimé que dans cette situation, surtout en période préélectorale, pour ne pas semer la confusion au sein de nos militants, il est impératif que ces camarades prennent la mesure de leur attitude en ayant le courage de démissionner de notre parti. C'est impardonnable, insupportable cette indiscipline caractérisée. Les responsables du MPP du Kourouégo sont clairs dans leur position. Certains de leurs camarades n'ont plus le MPP dans leur cœur. Alors, pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Ils doivent maintenant partir avant les élections, car on ne peut pas aimer le poulet et détester à la fois sa soupe, déclare-t-il. Voilà, donc, ils sont plus de 400 militants du MPP aspirant à se présenter aux législatives du 22 novembre prochain. La liste des postulants a été remise ce matin au Bureau politique national pour validation. On note une participation remarquable de la gente féminine. 26% des postulants sont des femmes. Au regard du nombre restreint de postes à pourvoir pour ces législatives, le Bureau politique national du MPP va procéder dans les jours à venir à un tri sélectif de candidats à présenter. Le point de la rencontre avec Ahmed Nanema et Bassirou Sawadou. Ils sont plus de 400 militants à postuler pour porter le flambeau du MPP aux législatives du 22 novembre prochain. La jeune féminine ne reste pas en marge. Elle représente 26% du nombre total des potentiels candidats du mouvement du peuple pour le progrès. Cependant, comme le dit l'adage, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette fois-ci, nous avons voulu rencontrer les candidats pour leur dire que leurs dossiers sont effectivement parvenus à nous et que, comme nous l'avons dit dans la directive, nous allons envoyer des missions dans chaque province pour réunir les membres du bureau politique ressortissant de la province. Voilà le collège du comité provincial d'appréciation qui va apprécier sur la base des fiches qui seront distribuées. Au regard du nombre important de militants voulant porter la casquette de député à l'Assemblée nationale, face au nombre de postes à pourvoir, Simon Compaoré invite les candidats à savoir raison garder. Donc certainement, il y a des camarades qui ne pourront pas voir leur nom figurer sur les listes. À ces camarades-là, nous disons que la discipline veut que même si vous ne voyez pas votre nom, au moment de communiquer les listes, vous deviez être digne, rester militant, rester dans la discipline et battre campagne pour les listes qui auraient été arrêtées. C'est ça la discipline de parti. Le MPP veut travailler à transmettre à la CENI des listes de candidats qui feront le poids face aux adversaires. Ainsi, chaque candidature se fera apprécier du collège provincial auquel il appartient. Après cela, un comité va vérifier les listes envoyées par les différents collèges provinciaux qui va les soumettre au bureau exécutif national afin qu'il fournisse au bureau politique national du MPP les listes définitives. Ces listes définitives des candidats du parti aux législatives vont être présentées aux militants lors d'une prochaine session. Par rapport à cet embrouille au sein du MPP Kourouégo, nous avons joint l'un des mis en cause. Il s'agit de Yacouba Ouedraogo. Bonsoir, M. Ouedraogo. Alors, les responsables du bureau provincial du MPP Kourouégo, dont vous êtes membre, vous accusent d'avoir tourné le dos au parti. Depuis 2 ans, vous ne participez plus aux rencontres. Que répondez-vous à cela? Effectivement, comme vous, nous avons été surpris de la liste qui a été distillée hier dans les presses faisant état d'un certain nombre de militants qui ont tourné le dos au parti depuis 2 ans. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ces allégations, d'autant plus que le 5 janvier 2020, à la rentrée politique à Boussé, les militants dont le nom a été cité dans ces listes-là ont bel et bien pris part à cette activité politique. Donc dire aujourd'hui que depuis 2 ans, nous ne participions plus à une activité du parti relève d'un pur mensonge. Et ceux-là qui l'entretiennent savent à quel dessein ils le font. Vous aurez rejoint un autre parti comme il se dit, ou en avez-vous l'intention? Effectivement, dans
Dans leur déclaration préliminaire, ils nous accusent d'avoir rejoint notre parti. Moi, je veux des preuves matérielles. Il est trop facile d'accuser quelqu'un sans aucun fondement. N'eût été le respect que j'ai pour mon parti et pour certains des militants et pour les instances également du parti, ces militants-là, ces individus qui nous accusent sans fondement-là, allaient être attraits devant le tribunal pour les voir apporter la preuve de ce qu'ils disent. Aujourd'hui, appartenir à un parti suppose un certain nombre de préalables que l'on a fait pour aujourd'hui arriver à l'appartenance à ce parti-là. Moi, je n'ai adhéré aucunement dans aucune instance de notre parti politique. Je suis toujours MPP. J'y ai adhéré de façon volontaire, en toute âme et conscience. Lors de cette même sortie, vos responsables demandent votre démission. Allez-vous céder? C'est des propos en l'air. Quelqu'un qui ne vous a pas élu ne peut pas demander votre démission. Moi, aujourd'hui, je suis le conseiller municipal de mon village. C'est les militants qui m'ont élu qui sont aujourd'hui en droit de demander ma démission. Ce n'est pas des individus parce qu'ils sont positionnés ou bien ils ont une position dans une structure du parti qui peuvent s'élever dans l'indiscipline totale, demander la démission d'un élu national ou d'un élu local. Moi, je pense que cela relève de l'indiscipline à outrance et je demande au parti de se saisir de cette question afin de voir sanctionner ces individus qui agissent et qui ont des agissements aux antipodes des règles et des mécanismes de fonctionnement du parti. La situation sanitaire à Dakar inquiète les autorités sénégalaises, notamment en ce week-end de Tabaski, où de nombreux Dakarois ont quitté la capitale pour célébrer la fête du mouton en famille aux quatre coins du pays. Ils sont en effet près d'une dizaine de milliers chaque année à prendre la route pour fêter la Tabaski en famille. Et la plupart d'entre eux sont issus de la capitale sénégalaise, principal foyer de Covid-19 du pays. Interdits depuis le mois de mars, les déplacements entre les régions sont de nouveau autorisés depuis le 4 juin. Le ministère sénégalais de la Santé se prépare à un rebond épidémique dans les 14 jours et à une hausse des contaminations communautaires. Le Sénégal, on le sait, a franchi la barre de 10 000 contaminations depuis le début de l'épidémie à Dakar et à sa banlieue. Et puis, la durée de la pandémie de la Covid-19 qui sera certainement très longue, c'est du moins ce qu'a déclaré le comité d'urgence de l'OMS hier à l'issue de sa 4e rencontre pour étudier la situation sanitaire actuelle. L'OMS continue d'estimer que le risque posé par la Covid-19 est très élevé. Le comité d'urgence a souligné l'importance d'une réponse qui doit être nationale, régionale et globale. Aussi dément-il à l'organisation onusienne de donner des consignes à tous les pays sur la manière de gérer la pandémie actuelle, afin de réduire le risque que les réponses de l'épidémie ne s'affaiblissent dans un contexte de pression socio-économique, mais également d'accélérer la recherche sur les points encore inconnus du coronavirus, notamment son origine animale et ses moyens de propagation via les animaux. D'autres points tels que les modes de transmission, ses mutations potentielles, l'immunité et les corrélats de protection doivent également être rapidement éclaircis par l'OMS, a déclaré le comité d'urgence. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se réunira à nouveau dans 3 mois. La ville de Boussé va bientôt bénéficier d'une bibliothèque numérique financée par le gouvernement chinois d'une valeur estimée à près de 40 millions de francs CFA. Cette bibliothèque devra permettre aux élèves de la localité de mieux se former et d'accroître leurs connaissances. La pose de la première pierre a eu lieu hier, même en présence du ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, compte rendu signé Benjamin Kwame. Alpha Bari, ministre burkinabé des Affaires étrangères, accompagné de l'ambassadeur de la République de Chine, posent ensemble la première pierre de la bibliothèque numérique de Boussé. Une bibliothèque qui prendra dans quelques mois cette forme.
Moderne, aux normes internationales, c'est une bibliothèque qui pourra accueillir en moyenne 150 personnes. Et le geste a tout son sens pour le chef de la diplomatie burkinabé au regard de l'urgence dans le système éducatif burkinabé. Et on avait pris l'engagement au nom du président du Faso de bâtir donc et la clôture et la maison qui va donc abriter cette bibliothèque numérique. Et aujourd'hui, c'est chose faite grâce donc au partenariat et à l'appui de la Chine. Et vous voyez donc que la clôture a pris déjà forme et nous venons de procéder à la pose de la première pierre de la bibliothèque numérique qui va être une réalité d'ici donc quelques semaines et quelques mois. La bibliothèque numérique, c'est d'abord le fait qu'il y ait des ordinateurs, ça c'est vrai, qu'il y ait la possibilité d'avoir des ouvrages dans ces ordinateurs et que ceux qui sont intéressés, les usagers, viennent consulter à travers les ordinateurs ces ouvrages ou en tout cas tous les outils qui ont été achetés et qui ont été stockés donc, dans les ordinateurs. Pour l'exécution des travaux, la partie financière est assurée par l'ambassade de Chine au Burkina Faso à près de 40 millions de francs CFA. Et ce soutien intervient dans le cadre de la bonne coopération entre les deux pays qui voient ensemble l'importance qu'il y a à investir dans l'éducation de la jeunesse. Ça c'est justement sur l'initiative du ministre Alpha. Et on a bien pris l'engagement de construire cette bibliothèque numérique. Et puis ça c'est, je pense, qu'un aspect. On a bien vraiment appris à travailler avec nos amis burkinabés, c'est que non seulement les projets au niveau national qui comptent, mais il faut toujours avoir une visibilité ou bien des projets décentralisés qui vont servir en même temps les peuples et surtout pour les jeunes. Et puis à part ça, je pense que le gouvernement chinois va travailler en même temps avec le ministère de la Jeunesse. Un projet pour toute la jeunesse de la province du Kourou-Ouéogo, elle qui en avait demandé depuis. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce au ministre des Affaires étrangères, de quoi leur donner un peu de sourire pour mieux étudier et préparer les cadres de la région. C'est une très grande joie pour nous ce matin de vivre l'implantation, le dépôt de la première pierre de la bibliothèque numérique offerte par le ministre Alpha Barry. Et nous disons merci à son Excellence pour cet effort. Nous voyons que c'est un partenariat avec l'ambassade de la Chine au Burkina Faso. Et ça nous réjouit. On était là pour l'inauguration de la maison des jeunes il n'y a pas 5 mois comme ça, 5-6 mois. Et aujourd'hui encore une bibliothèque numérique et un mur aussi. Vraiment, ça nous avantage. Et cette bibliothèque, elle sera vraiment au profit d'un certain nombre de jeunes. Nous voyons qu'on a beaucoup de lycées ici et de collégiens. Et c'est très difficile en ville aussi, les secrétariats publics, ce n'est pas facilement accessible. Mais je pense qu'à travers cette bibliothèque, on aura encore à organiser des formations pour promouvoir le domaine scientifique et la recherche. Nous pensons que c'est une bonne participation de sa part pour le développement de la province. Et c'est un geste qui vient soulager les élèves et étudiants de la province. Il faut dire que la plupart des établissements, il n'y a pas de bibliothèque. Et cette bibliothèque viendra nous aider pour des recherches et des travaux. La bibliothèque numérique de Boussé est implantée au sein de la maison des jeunes de la commune. Pour son usage, elle appartient à tous les élèves et habitants de tout le plateau central. Kam, instituteur de profession et pas des moindres, Monsieur 100%, comme on le surnomme, s'est forgé une réputation d'acier en 15 ans d'exercice du métier d'instituteur. Il a tenu 10 fois la classe de CM2 dans lesquelles il a totalisé 100% de succès au certificat d'études primaires. Nous l'avons joint cet après-midi pour connaître le secret d'une telle réussite. Suivez plutôt. Monsieur Kam, bonsoir. Alors, comment on se sent quand on voit tous ces élèves admis au CEP? Vraiment, je suis très content de voir tous mes élèves être admis, surtout que cette année a été très bouleversée. Ce n'est pas une première, vous êtes à votre 10e exploit dans des écoles différentes. Il doit avoir manifestement une technique de 100%. Comment vous vous y prenez pour arriver à de tels résultats? Il n'y a pas trop de secret. Le secret, c'est le travail. En fait, j'applique les nouvelles techniques, les nouvelles approches d'enseignement-apprentissage, notamment la pédagogie différenciée, le tutorat et les travaux de groupe surtout. Et surtout, à chaque début d'année, je place les enfants en confiance. Et quand ils ont confiance en eux-mêmes, ils travaillent seuls, même si je suis absent.
Pas de souci. Aussi pendant les congés, les jours fériés, les jours non ouvrables, je fais mes cours comme si c'était des jours ouvrables. Je ne connais pas de congé, je ne connais pas de dimanche. On travaille chaque fois ensemble avec les enfants. Comment parvenez-vous à de tels exploits quand on sait qu'enseigner en province dans de rudes conditions de vie difficiles n'est pas chose aisée? Que ce résultat aussi à mettre à l'actif du directeur parce qu'il me soutient nuit et jour face à mes difficultés. Par moment, il donne des conseils et ces conseils, quand on les applique, ça marche. Les collègues aussi, à leur endroit, ils fournissent pas mal d'efforts pour que les enfants puissent mieux comprendre. Main dans la main, on s'aide pour que les résultats puissent être parfaits. 100%, ce n'est pas tous les enseignants qui arrivent à réaliser cette performance. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce dû à un manque de rigueur, à un manque de motivation, le déficit de vocation? Comme tout métier, chacun rentre dans le métier par vocation ou par amour. Moi, en tant que tel, je suis rentré dans l'enseignement par vocation et je me donne corps et âme pour pouvoir faire sortir les enfants du Burkina de l'obscurantisme. C'est dans ce cadre que je travaille. Voilà. Donc je travaille par vocation, le dévouement, le sacrifice nuit et jour pour pouvoir faire remonter les résultats. Cette année, les résultats du CEP sont meilleurs qu'en 2019 et ce, malgré les grèves, le coronavirus qui a imposé la fermeture des classes pendant un trimestre. Est-ce que vous comprenez cette performance inattendue? Comment vous l'expliquez? Avec le coronavirus et les multiples grèves, à ne pas en finir, les résultats sont meilleurs par rapport à l'année précédente. Tout simplement parce qu'à la reprise, chacun s'est donné à la tâche et que la réquisition a permis aux collègues de se donner la main dans la main afin que l'on puisse atteindre ces résultats. Donc c'est pas trop étonnant. Avec ce mal, tous les enfants avaient presque tout oublié. C'est avec le concours des uns et des autres qu'on a pu remonter la pente. Les collègues se sont mis à la tâche et voilà qu'aujourd'hui ça va. Voilà. Et puis il y avait les technologies de l'information, de la communication pour l'enseignement qui permettaient aux enfants de continuer d'apprendre. Est-ce que vous êtes assez bien accompagné pour vos efforts et sacrifices? Je suis plus que fier d'être enseignant parce que j'ai été enseigné par quelqu'un et aujourd'hui je suis celui que je suis. Donc à ce niveau, je n'ai pas à regretter. Maintenant, en ce qui concerne les accompagnements, il faut le dire, c'est le courage qui nous amène à atteindre ces résultats. Sinon, dire qu'il y a des accompagnements, peut-être c'est trop dit. On est obligé de faire avec nos moyens de bord. Et c'est grâce à ces moyens de bord que nous faisons avec, que nous arrivons à atteindre ces résultats. Avez-vous un message à l'adresse des autorités pour améliorer la qualité de l'enseignement au Burkina Faso? À l'endroit des autorités, moi je vais leur demander de motiver et d'encourager suffisamment les enseignants parce que c'est de par là qu'ils vont se donner et pouvoir amener l'éducation où l'on veut. Nul pays ne peut se développer sans pour autant faire de l'éducation son cheval de bataille. Vraiment, je remercie la télévision LCA pour m'avoir approché et demandé un peu comment on s'en prend pour pouvoir faire. Voilà, merci M. Cap de nous avoir accordé cet entretien. On termine ce journal en sport. Éliminé sur la plupart des tableaux des grandes compétitions, Arsenal aura réussi à sauver une saison aux airs calamiteux. Devant les tribunes vides de Wembley, les Gunners, amenés par un Aubameyang de feu, capitaine à l'occasion, ont réussi à dynamiter Chelsea par 2-1. Pourtant menés dès la 5e minute, les hommes de Mikel Arteta vont trouver les ressources pour renverser la situation grâce à leur homme en forme du moment. Une première fois à la 28e minute sur pénalty et le coup de grâce intervient à la 67e minute. Cette 14e coupe de l'histoire d'Arsenal ouvre la porte de l'Europa League à l'attaquant gabonais et à ses coéquipiers. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la chaîne au cœur de l'Afrique.